Bonjour à tous. Merci d'être venus pour assister à notre première conférence, donc État des lieux de la photographie et perspective. Je vais tout de suite vous présenter nos invités. Patricia Morvan, bonjour. Vous êtes co-directrice de l'agence Vue et membre du CLAP. Je rappelle que le CLAP, c'est le comité de liaison et d'action pour la photographie. Vous avez notamment lancé Paye ta photo, vous nous en direz plus tout à l'heure. Je vais aussi accueillir Raphaël Berger, bonjour. Vous êtes directeur de création de l'ARCOM. L'ARCOM, donc, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ex-CSA. Davide Cassinari, auteur, photographe et administrateur de l'UPP, sera avec nous aussi. Alors, juste avant de commencer, quelques chiffres. Moi, je me suis appuyée sur le rapport Franceschini pour vous donner quelques chiffres qui ont été faits en 2018. En 2018, nous avions 26 000 photographes. Sur les 26 000 photographes, 80% étaient non salariés, 43% avaient moins de 40 ans, 34% étaient des femmes, 33% résidaient en Île-de-France, avec des revenus pour 32% de moins de 10 000 euros, 1% seulement pour plus de 150 000 euros et 80% cumulaient un autre travail. Dans cette population, il y avait un tiers de femmes, 51% qui vivaient dans une grande ville, dont 26% en Île-de-France. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ces chiffres-là, en termes de population, de difficultés que peuvent rencontrer les photographes? Un petit point, déjà, général. Bonjour. Oui, alors effectivement, c'est pour préparer cette conférence, mais aussi quand j'ai adhéré à l'UPP il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ces chiffres. Je trouve que c'est pas anodin en tant que professionnel de connaître un peu l'état du marché dans lequel on évolue. Moi, je me retrouve beaucoup aussi dans le 80% qui cumule à notre travail, et aussi, comme il est écrit dans le rapport de l'ARCOM, aussi que les photographes spécialisés en un seul domaine d'activité sont de moins en moins. C'est-à-dire qu'un photographe aujourd'hui peut faire un peu de nature morte, un peu du social, des mariages, etc. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter, on a besoin d'être pluridisciplinaire presque, faire aussi un peu de vidéo. Et voilà, aussi pour me présenter en passant, comme disait Maud, moi je suis photographe, orthophotographe. Je suis spécialisé en photographie de nature morte. J'essaie de travailler, je suis représenté par une agence et je travaille avec des marques de luxe. Donc c'est un endroit, un marché un peu aussi différent de la photographie sociale, par exemple les mariages, les choses qu'on peut faire en corporate aussi. Et voilà, et en fait, il y a 3 ans, j'ai adhéré à l'UPP. Suite à la période difficile qu'on a tous connue, Covid, parce que justement j'ai senti encore plus le fait d'être isolé, et j'ai trouvé une super communauté qui m'a accueilli, qui m'a donné plein de tips, donc j'en suis ravi et merci à tous d'être là. Je réponds à quoi? Oui, je me présente. Ok, donc moi je suis Patricia Morvan, j'étais, puisque je viens de lâcher cette fonction, co-directrice de l'agence Vue, et l'agence Vue est membre fondateur du CLAP. Donc le CLAP réunit 5 agences d'auteurs aujourd'hui: Myop, Mods, Vue, Signature et Tendance Floue. Donc je viens là plutôt pour parler de nos actions au niveau du CLAP. Donc en fait, le CLAP est né en 2018 à la faveur d'une action qu'on a appelée Paye ta photo, qu'on a largement diffusée et mise en place à Arles. Comment est né le CLAP à l'issue de cette campagne qu'on a faite? Notre axe c'est d'accompagner et de défendre le droit d'auteur. Donc on est vraiment focalisé sur le droit d'auteur, et nos 3 actions étaient défendre des montants de droits d'auteur corrects. On avait en 2018 une succession de problèmes de paiement, de non-paiement, qui pouvaient aller dans la presse jusqu'à 1 an de délai, voire de non-paiement. Donc il y a eu c'était vraiment cette première revendication qui nous a réunis.
Ensuite, il y avait l'idée aussi quand même de pouvoir inciter fortement les lieux à payer les droits d'auteur pour les droits de monstration d'exposition. Donc beaucoup de lieux, dont les plus connus, Rencontres d'Arles à l'époque, Visa pour l'image, donc les festivals les plus connus, ne payaient pas de droits d'auteur. Donc ces festivals n'existent pas sans la photographie. Les commissaires d'expo étaient rémunérés, les graphistes, enfin tout le système, on va dire économique autour d'un festival, les gens étaient salariés ou pas, ou en mission. En tout cas, ce qui était complètement aberrant, c'était que les photographes n'étaient pas payés. Donc on s'est vraiment aussi focalisé là-dessus. Et notre troisième axe, c'était le fait que dans la presse, les commandes passées aux photographes étaient liées à la signature d'un contrat de syndication. C'est-à-dire que un photographe qui passe un contrat avec certains magazines, tous les magazines ne le faisaient pas, avait obligation de ensuite signer un contrat de diffusion sur un certain temps ou de rediffusion de ces images gratuitement, mais aussi le fait qu'en interne, ces magazines, ces groupes de presse avaient l'exclusivité de la distribution de leurs images. Donc voilà, c'est un peu sur ces trois axes-là que nous sommes réunis. Il se trouve que le ministère de la Culture et le Parlement de la photographie, leurs actions nous a fortement aidés, c'est-à-dire que les délais de paiement ont été fortement réduits. Il y a maintenant, alors ce n'est pas une loi, mais c'est un conseil du ministère de la Culture qui peut avoir un petit effet pervers malheureusement, mais j'en parlerai peut-être après, mais qui conseille fortement le paiement des droits d'auteur pour les expositions. Et il se trouve que maintenant, il y a des droits d'auteur qui sont versés depuis quelques années à Visa pour l'image, à Arles, et je tiens à signaler que beaucoup de festivals moins importants payaient d'emblée des droits d'auteur par rapport à des festivals qui sont, on va dire, plus subventionnés. Donc, du coup, on trouve qu'on a bien avancé là-dessus. Et pour finir, donc Raphaël Berger, donc directeur de la création à l'ARCOM, l'autorité de régulation audiovisuelle et numérique. Alors directeur de la création, je ne suis pas un directeur artistique. Le titre est très joli, mais ce qu'on fait est quand même beaucoup plus administratif que de la création. On soutient, on défend la création, toutes les formes de création numérique, donc historiquement audiovisuelle, donc mais plus uniquement, donc dans la direction dont j'ai le plaisir de m'occuper, s'occupe du contrôle d'obligations audiovisuelles, donc ça je vous en parle pas, le financement du cinéma ou des séries télé par les éditeurs télévision, Netflix, c'est pas notre objet aujourd'hui. En revanche, d'autres objets qui certainement seront abordés peut-être à la fin de cette table ronde, tout ce qui est lutte contre le piratage de contenu protégé par le droit d'auteur, dont fait partie la photo. Voilà, l'ARCOM, évidemment, lutte contre le piratage aussi de la photographie, mais du film, du cinéma, mais aussi de la bande dessinée. C'est à ce titre aussi qu'on travaille sur les mesures techniques d'identification. Vous savez, tout ce qui est identification des contenus sur les YouTube, sur Facebook, sur Meta. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter à la fin. Et un dernier point aussi, qui peut vous concerner indirectement, plus ou moins indirectement. En 2025, les livres numériques devront être accessibles. C'est un sujet qui occupe l'ARCOM, puisque l'ARCOM sera le régulateur, vérifiera l'accessibilité des livres numériques, tous les livres numériques, ce qui veut dire aussi que les photos et les inserts, les tableaux devront être accessibles dans les livres numériques. Donc une photo, ça veut dire qu'il faudra qu'elle soit commentée, audio décrite. Donc c'est peut-être un sujet qui vous concernera aussi quand vous travaillez avec des éditeurs. Est-ce qu'il faudra fournir la description de la photo pour un livre ou pas? Voilà, mais ça c'est un autre sujet que peut-être on n'apprendra pas aujourd'hui parce qu'on a énormément de sujets à aborder. Et vous avez évoqué la question initiale qui était que nous inspirent ces chiffres. Je ne vais pas revenir dessus. On avait aussi travaillé, et David, vous avez évoqué, je vous en remercie, l'étude que l'ARCOM avait publiée début 2022, il y a maintenant 2 ans, sur le marché de la photographie. Et tout ce que ça m'inspire, c'est que ces chiffres vont certainement fortement changer à horizon 4-5 ans, parce que ce sera aussi la conclusion de notre table ronde, parce qu'entre-temps, l'IA est arrivée, que le rapport Franceschini date de décembre 2021, nos travaux de 2022,
Et entre-temps, il y a eu une révolution qui, je pense, nous touche tous et qui sera certainement un fil rouge aussi de toutes ces discussions. Donc c'est pour ça que je ne les commande pas, parce qu'ils sont peut-être déjà obsolètes, malheureusement. Patricia, juste si vous voulez commenter ces chiffres, ou on passe directement à la suite. Ok, alors juste, est-ce que l'éducation à l'image, ce serait une solution envisagée pour améliorer les conditions de travail des photographes, améliorer la façon dont ils sont vus, dans le secondaire, dans l'école, éduquer les clients, le public? Vous avez rapidement parlé de l'action pour payer ta photo. Est-ce que ça pourrait être une solution? Je pense que c'est une des mesures primordiales, c'est-à-dire que sinon, il faut bien sûr éduquer les scolaires, les enfants, dès le plus jeune âge à l'image, mais c'est aussi éduquer les clients, les agents de communication, tous les gens qui utilisent la photographie. C'est vrai qu'on n'a pas réussi Alors, il y a beaucoup d'organismes, de syndicats, d'associations avec, je pense, des intérêts divergents, aussi des intérêts communs et des intérêts divergents. L'idée, c'est quand même de faire tourner la machine économique, et moi j'accorde beaucoup d'importance à ça. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en place par la France, c'est un des pays qui aide le plus la photographie par rapport à d'autres pays européens. Je ne connais pas en détail, mais pour avoir parlé avec des photographes qui ne sont pas français. Le problème, c'est que on ne peut pas. C'est très très bien qu'il y ait des bourses qui se multiplient, etc. Il faut vraiment continuer à ça, parce que c'est vraiment une aide à la production, à la créativité des photographes. Mais ce qui aussi pêche aujourd'hui, c'est l'écosystème de la photographie. C'est-à-dire que c'est la rémunération des commandes. Bon, l'IA, moi je ne suis pas du tout spécialiste, on voit ça arriver, on a très très peur, mais je ne peux pas en parler beaucoup plus que ça pour l'instant, mais il y a quand même quelques signaux d'alerte. Pour l'instant, on ne peut pas encore mesurer l'impact vraiment, mais on sait que ça va faire mal. En tout cas, il va falloir réfléchir. Mais l'éducation, en tout cas, pour revenir, pardon, je m'égare, mais l'éducation, elle doit être l'éducation à l'image pour les enfants, les scolaires, mais l'éducation à l'image aussi pour les clients. Qu'est-ce que c'est qu'une photographie? Et une photographie, ça se paye. Oui, par rapport à l'éducation à l'image, en fait, ça me fait penser que au sein de l'UPP, je fais partie d'une commission qui s'appelle la commission ADREC, Adhésion Recrutement. Et en fait, on a un rôle aussi de présentation de l'UPP et du droit d'auteur et de l'importance de le défendre, principalement dans les écoles photo, mais il y a une envie qui commence à naître ça rejoint un peu d'aller envers les clients, d'aller dans des écoles qui vont former les futures personnes qui vont donner du travail, qui vont choisir des photographes. Parce qu'effectivement, ils nous donnent d'autres adhérents qui se sont rapprochés d'écoles, l'école des commerces, etc. Ils nous ont parlé d'une vision de l'utilisation d'une image qui se trouve sur Internet qui est c'est un peu trop libre, pour ainsi dire. Donc ça serait vraiment important de pouvoir parler de ça, de les former. Et voilà, moi, quand je parlais au début que je différenciais un peu mon travail. Moi, je travaille dans une école de mode, donc c'est une école qui, potentiellement, une partie de mes élèves sortiront de l'école pour rejoindre de grandes marques de luxe et potentiellement le pôle image. Donc j'essaye tant bien que mal de leur faire comprendre. C'est des étudiants étrangers aussi, donc ça rejoint un peu le fait que dans chaque pays, il y a des particularités. En France, on essaye, il y a quand même des choses en place qui protègent plus que dans d'autres pays. Donc voilà, c'est vraiment une action didactique culturelle, d'essayer de comprendre, de faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière une photo, voilà, et toutes les personnes qui travaillent pour ça. Alors, pour compléter, effectivement, c'est évidemment très important l'éducation. Pour faire un petit parallèle au sein de l'ARCOM depuis désormais quelques années, on travaille sur la sensibilisation à la fois à l'éducation, aux médias et à l'information, tout ce qui est EMI, et aussi à la lutte contre le piratage. On a différents formats. Par exemple, on met les élèves en situation d'un projet qui s'appelle Documentaire de poche. On intervient dans 8 lycées chaque année, parce que on ne peut pas faire beaucoup plus, parce que ça prend beaucoup de temps, mais le principe, c'est qu'on met des élèves en situation de tourner un documentaire avec un téléphone portable. On fait plusieurs séances pour les accompagner. L'objectif, c'est c'est pour les sensibiliser au droit d'auteur, en leur montrant que quand on a passé du temps
sur un projet, donc tourner un documentaire avec son téléphone portable, on l'a écrit quand on l'a monté, etc. On n'a pas envie de se le faire pirater, évidemment. Et alors, j'allais dire, c'est une petite goutte d'eau parce que c'est 200 élèves qu'on peut faire par an, mais c'est un travail de longue haleine, l'éducation. On a aussi, on travaille avec une association qui s'appelle Génération Numérique, que peut-être vous connaissez, avec qui on a un partenariat, avec laquelle l'ARCOM a un partenariat, et qui intervient aussi dans différentes écoles, fait à peu près une centaine de journées d'intervention par an pour sensibiliser aussi là, aux droits d'auteur, ce qui fait à peu près 9 à 10 000 enfants par an. C'est à la fois beaucoup, et c'est à la fois peu, puisqu'une classe d'âge, c'est environ 600 000 enfants, enfin un peu moins, je crois, puisque la natalité est en train de baisser. En tout cas, aujourd'hui, c'est 600 000 pour des collégiens. Donc c'est important, c'est un travail de très longue haleine, et si je pense que, évidemment, l'éducation nationale ne peut pas tout, parce que les heures de cours, les heures de présence des enfants ne sont pas illimitées, et on veut mettre de plus en plus de choses dans ce temps de présence. Mais je pense qu'il y a effectivement pour vous, les photographes, et le marché de la photographie, enfin le secteur de la photographie en général, certainement un levier aussi avec l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, parce que qui dit photographie dit aussi manipulation de photographie, manipulation de l'information. Donc il y a certainement là des leviers et peut-être des suggestions avec les différents ministères en charge de ce genre de sujet pour en parler et pour montrer, surtout sensibiliser les élèves que la photo, ça prend du temps. Faire une photo, ça prend du temps et donc ça a une valeur. Et ça, c'est important parce que former les enfants, les élèves, c'est évidemment les adultes de demain. Donc c'est un travail de très longue haleine, mais qui, je pense, paye petit à petit. Merci beaucoup. Et justement, concernant la rémunération et le droit d'auteur, les solutions, est-ce que ça a marché ces tarifs d'exposition? Vous en parliez rapidement, Patricia, tout à l'heure. Si vous pouvez revenir dessus. Donc sur les tarifs d'exposition, donc ce qu'a préconisé le ministère, je pense que c'est à affiner, il faut vraiment... en fait, quand je parlais de l'effet un peu pervers de ça, c'est-à-dire que maintenant les lieux payent des droits d'exposition, mais comme il y a un minimum conseillé, les gens qui payaient des droits d'auteur corrects, finalement, ont diminué, pour certains, pas tous, ont diminué, on dit bah non, c'est 1 000 €. Donc on arrive, parce que en fait, il faut qu'on travaille avec le ministère pour vraiment peaufiner ce conseil. Donc c'est un conseil, ce n'est pas obligatoire, mais de ce fait, les lieux se basent sur ce conseil, et dans ce conseil, il y a des tarifs qui sont vraiment très très bas, de l'ordre de 100 € pour une représentation dans une expo collective, sans durée déterminée, puisqu'il faut quand même essayer de revenir sur la base des droits d'auteur. La base des droits d'auteur, c'est un territoire et des utilisations spécifiques qui doivent être détaillées. Et c'est pas, on ne donne pas une photo comme ça, on ne vend pas une photo pour une durée indéterminée et pour toute utilisation. Donc déjà, et je voulais juste revenir sur la discussion d'avant, sur le point d'avant, on s'est rendu compte, nous, parce qu'on fait pas mal d'accompagnement aussi de jeunes, on a monté un mentorat, c'est un fonds de dotation, pour des jeunes photographes qui sortent des écoles ou pas, ou autodidactes qu'on a pu repérer. Et en fait, on se rend compte qu'au sein des écoles, ils sont... alors, je ne veux pas généraliser, hein, mais on est obligé quand même de faire des généralités. Les photographes ne sont pas suffisamment formés, eux aussi, au droit d'auteur. Qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur? Qu'est-ce que c'est qu'un devis? Qu'est-ce qu'on met dans le devis? Il y a les honoraires, il y a la cession de droit, qu'est-ce qu'on cède comme droit, etc., etc. Et on s'est rendu compte que tout à fait concentrés sur la dimension artistique, le développement artistique de leur travail, finalement, il y a cette partie qui est très importante, que quand ils se retrouvent à faire leur première commande, certains pratiquent des tarifs qui sont vraiment très 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 bas, trop bas. Donc du coup, c'est la concurrence pas déloyale, en tout cas par méconnaissance en fait. Ça, puis toutes les plateformes qui proposent des photos pour très peu cher, j'imagine, si vous voulez aussi en parler. L'ARCOM n'est pas un régulateur économique au sens où on n'a pas à fixer des prix ou à contrôler les prix, ça c'est pas notre travail, donc je ne me permettrai pas de juger. Ce qui est le cas sur l'auteur, c'est parce que ce qu'on peut observer, là, si je prends juste le parallèle peut-être ou la comparaison avec le secteur audiovisuel,
ce qui se passe, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de discussions, et ce sont qui passent par des accords entre, par exemple, les auteurs et les sociétés les représentants de producteurs. En ce moment, il y a par exemple les auteurs du documentaire ou de la fiction négocient avec les représentants des syndicats de producteurs, par exemple des forfaits fixes, si vous, par exemple, combien ça coûte, combien est rémunéré pour un pré-projet audiovisuel. Si vous faites une série télé, vous faites un pitch, vous allez leur envoyer par exemple un synopsis, à combien on va combien on va le rémunérer. Et donc là, toute la rémunération passe uniquement, ce sont des relations contractuelles. Donc il n'y a pas d'encadrement, enfin en tout cas pas le régulateur, en tout cas l'ARCOM n'intervient pas là-dedans dans l'audiovisuel. Et c'est ce modèle qui intervient. Donc là, je peux que vous renvoyer dans les discussions que vous pouvez avoir, et j'imagine que vous avez de façon conséquente avec les syndicats, par exemple, de la presse magazine, enfin la PIG, les différents syndicats. Il y a notre système aussi, enfin, qui est intéressant, mais en vous écoutant, je réfléchis vraiment, je ne sais pas s'il est adaptable et comment il pourrait l'être. Par exemple, dans le cadre de... C'est un poil compliqué. J'ai 2 minutes où je vais être... Ah oui, allez-y. En fait, je vous ai évoqué tout à l'heure d'autres missions de la direction dont j'ai la charge, mais les éditeurs de télévision, par exemple un TF1 ou un France Télévisions ou un Netflix ou un Amazon Prime Video par exemple, doivent consacrer une part obligatoire de leur chiffre d'affaires pour acheter, préacheter des séries, des films de cinéma avec des règles relativement complexes, avec plein de règles, etc. dont je ne vais pas détailler. Donc, ils doivent s'engager à faire des montants, à acheter pour tant de millions d'euros, par exemple, de séries françaises, de séries européennes, de films français, de films européens, etc. Donc, ça, c'est une obligation, on le contrôle. Et là, un point qui est intéressant, donc vous évoquez à un moment donné peut-être les contrats, et c'est aujourd'hui les producteurs donc, vont nouer des contrats avec les auteurs, avec des scénaristes, donc ce qu'on appelle vraiment des auteurs. Et parfois, dans les contrats, ils peuvent dire oui, mais finalement, le producteur aura le director's cut sur la série. En clair, l'auteur il décide d'écrire une série, etc. Puis bon, il y a toujours une discussion avec un producteur, hein, c'est normal, c'est quand même lui qui paye. Mais le droit moral fait que l'auteur est censé avoir le dernier mot. C'est comme ça, c'est la loi, et ça c'est important, c'est quand même une spécificité très française d'avoir le droit moral qui donne cette prééminence de l'auteur. On n'est pas dans un système copyright à l'américaine. Et parfois, il y a la tentation, donc le producteur, l'éditeur, la chaîne télé disent oui, mais quand même, si on n'est vraiment pas d'accord, c'est moi qui à la fin aurai le dernier mot. Ben non, ça en fait, vous n'avez pas le droit. Ou je vais changer telle scène parce que ça ne me plaît pas. Et ce qui se passe, c'est que lorsque un contrat ne respecte pas le droit d'auteur, en fait, on peut retoquer, l'ARCOM peut considérer que la dépense, que le film ne peut pas être pris en compte dans les obligations. Donc voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais il doit faire une chaîne télé doit faire pour 100 de séries télé, très bien, mais ils ont financé pour 8 une série, et le contrat avec l'auteur ne respecte pas exactement le code de la propriété intellectuelle. On va dire, bah, désolé, on ne prend pas vos 8, vous deviez faire ça, on ne fait plus que 92, il faut retrouver 8 à côté. Alors ça, c'est la loi qui nous permet de faire ça, c'est l'article 70-1 dans la loi de 86 de l'audiovisuel. Je ne rentre pas dans le détail, mais je trouve que c'est un principe qui est assez intéressant, mais c'est toute une cascade. C'est-à-dire, parce qu'il y a des obligations, les producteurs, les éditeurs télé doivent doivent financer, ont des obligations de financement de la création, donc en passant par des producteurs indépendants, enfin il y a un milliard de règles. Et on doit vérifier, et ces dépenses éligibles doivent respecter jusqu'au bout, avec l'auteur, le code de la propriété intellectuelle. C'est là où je voulais en venir. Donc ça, c'est un point intéressant. Peut-être, je vous dis ça, si vous voulez, on pourra en rediscuter plus en détail, parce que c'est assez compliqué, mais peut-être que il peut y avoir des modus operandi relativement similaires, en tout cas, qui permettraient, puisque vous avez évoqué cette question du contrat, de la sensibilisation au droit d'auteur, à la propriété intellectuelle, qui peut-être est moins présent pour certains des photographes. Peut-être que là, il y a quelque chose à creuser. Mais pas de nouvelles missions pour l'ARCOM, on en a déjà beaucoup. David, tu veux dire quelque chose aussi par rapport à ça ?
À vous entendre, ça me fait rêver d'imaginer tous ces systèmes pour devenir réalisateur. Non, mais moi, ce que ça me fait penser, c'est que ça me fait penser à ma propre expérience où, en fait, voilà, au début, moi, je suis photographe autodidacte, donc j'étais dans mon coin. Effectivement, je commence vraiment à m'intéresser à toutes ces implications du métier à un niveau profond grâce à l'UPP, grâce à l'intérêt porté par tous ces acteurs qui proposent des choses. Et je pense que c'est vachement important. Et autour de moi, ça me fait penser que j'ai énormément de photographes, de confrères, qui sont un peu dans la même démarche comme moi, comme je l'étais. Donc ça me pousse vraiment à les encourager à s'intéresser, pas que à leur portfolio, pas que à ça, pas qu'à la concurrence, mais vraiment aussi penser plus large et vraiment ne pas baisser les bras ou ne pas regarder de l'autre côté par rapport à ces gros combats qui semblent vraiment énormes, mais si ça a été mis en place dans d'autres secteurs, c'est à nous de vraiment porter la bannière pour que ça puisse l'être le fait aussi dans la photographie. Voilà, c'est ce qui s'en évoque. Et un petit mot aussi sur les commandes publiques. Pour vous, est-ce que justement c'est un problème, il n'y en a pas assez? Est-ce qu'on pourrait en avoir plus? Est-ce que ça pourrait être une solution aussi? Juste un petit mot sur ça. Patricia. Oui, les commandes publiques, c'est toujours très très bien, mais moi je reviens toujours à l'écosystème de la photographie et au fait, parce qu'en fait les commandes permettent justement aux photographes, notamment il y a la commande publique qui est exposée à la BNF, donc justement d'avoir une somme correcte pour produire et travailler, mais encore une fois, ce sont des aides de l'État, c'est très bien. Mais ce qui pêche vraiment aujourd'hui, c'est le dumping au niveau de... Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une concurrence accrue. Vous parliez des bons d'image, donc il y a toutes sortes de prix. Mais il n'y a aucun... on n'arrive pas du tout à s'accorder sur des montants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une pratique qui n'est pas normalement pas légale. Habituellement, enfin depuis que je travaille chez VU, chaque année, on n'augmente pas les tarifs, on propose, aligné sur l'inflation, chaque année, on propose nos grilles de tarifs selon le format, selon le tirage des magazines, notamment pour la presse. Et en fait, ça n'existe plus. Enfin, on peut essayer de le faire, mais ça n'existe plus depuis longtemps pour l'édition, pour la presse. Maintenant, c'est la plupart des magazines qui fixent les prix, ce qui n'est pas légal. Normalement, la loi Cressard ne devrait pas permettre ça. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. On s'aligne. C'est comme la syndication, finalement. C'est comme l'obligation du fait que le support qui vous passe une commande fasse ensuite la diffusion de vos images. Ça va un peu dans le même sens. Donc il y a un petit problème aussi de liberté après d'agir en fait pour les photographes. Effectivement, la création d'un CNP, ça existait le CNP. Pour l'instant, je sais pas, ça c'est pas fait, mais c'est vrai que le CNL, le CNC protègent quand même beaucoup les auteurs. Et la photographie, je pense j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a trop d'intérêts divergents entre les différents statuts, salariés, auteurs, maintenant aussi micro-entrepreneurs. Donc micro-entrepreneur, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit d'auteur, on est payé en prestation. Donc tout ça évolue, change à une rapidité folle et voilà, on n'arrive pas, pourtant il y a beaucoup de gens qui agissent pour la photographie, mais on a du mal à s'entendre sur... Alors il y a quelques avancées, je ne peux pas être complètement pessimiste, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'entendre peut-être sur l'essentiel. Oui, Raphaël. Alors, le CNP, ce serait une solution ou si vous en pensez quoi, vous, justement? Un petit mot rapide, après on change de... Voilà, il y a désormais effectivement un CNM, qui est le Centre National de la Musique, qui est évidemment très, très utile, qui a beaucoup soutenu le secteur de la musique pendant le Covid. Moi, ce que j'observe, c'est juste toujours la question, c'est quand vous faites d'abord, c'est plutôt au ministère de la Culture qu'il faut poser la question, parce que tant le CNC que le CNM dépendent du ministère de la Culture, enfin sont à la fois autonomes avec quand même comme être un service du ministère de la Culture. Donc
l'ARCOM est une autorité publique indépendante. C'est juste, qui n'est pas rattaché à un ministère. C'est évidemment très utile. Par exemple, le CNM, comme le CNC, a une mission à la fois d'études pour objectiver les faits, c'est toujours important, et aussi une grande activité de formation, de sensibilisation. Mais toute la question, c'est toujours le financement. Se pose toujours le financement, et vous avez pu voir par exemple, autant le modèle du CNC est assez clair, puisqu'il est financé par une taxe sur le billet de cinéma, si je ne dis pas de bêtises. Autant, et cette taxe permet de récupérer de l'argent qui ensuite est complètement redistribué, enfin dans sa très grande majorité, ça va évidemment être redistribué. Autant vous avez pu voir pour le CNM, le Centre National de Musique, des discussions assez compliquées pour trouver une source pérenne de financement qui finalement est passée par une taxe volontaire, on va dire, par une contribution volontaire des plateformes de streaming, qui va quand même mériter une discussion, je pense, assez régulière avec les grands acteurs. Donc voilà, si vous poussez tout nouvel organisme qui récupère l'argent pour le redistribuer, a quand même un problème majeur, c'est d'où vient l'argent et comment avoir des sources pérennes de financement. Donc voilà, là je ne fais que poser la question, c'est un peu le problème. Merci. Alors pour la suite, j'aimerais que vous, Patricia, vous nous parlez justement du travail en agence, comment elle aide les photographes, les critères de sélection, si vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît. Alors, à chaque agence, c'est très particulier. Nous, on a encore cette particularité avec d'autres agences ou collectifs de photographes. On va dire comment est-ce qu'on recrute les photographes, on regarde ce qui se passe, on regarde des expos, on regarde les publications, donc on repère des photographes qui vont nous intéresser. Alors d'un point de vue du recrutement, on recrute très peu de photographes aujourd'hui. On en a recruté plus il y a quelques années maintenant. Et aussi, ça fait longtemps moi que je suis chez Vue, mais c'est vrai qu'au départ, ce qui nous importait, et ce qui nous importe toujours, attention, c'est vraiment l'écriture, la créativité, l'écriture d'un photographe, sa particularité, sa singularité, le regard qu'il pose sur le monde, etc., etc. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va être plus dans quelque chose de plus économique, entre guillemets. On va avoir plus, avant on était peut-être dans un idéal post-libération, puisqu'on a été créé au sein de Libération et par des gens de Libération, mais on va dire, cet idéalisme est vraiment battu à mal aujourd'hui, bon, peu importe, mais en fait on va voir aussi le potentiel de comment on va pouvoir accompagner un photographe. Si lui ne réussit pas tout seul dans un domaine, on n'y arrivera pas forcément non plus. Donc l'idée vraiment de l'agence, c'est de porter à la connaissance de tous les supports d'image une écriture photographique, un projet. Donc c'est vraiment, on a cette fonction à la fois de représentation, d'accompagnement, de diffusion en archive aussi des photographes. Donc c'est vraiment un soutien. Et encore une fois, aujourd'hui, on est plus dans l'intérêt du style d'un photographe, comment on va pouvoir après voir en fonction de nos différents clients ou potentiels clients, on réagit un peu comme ça et non plus dans cet idéal de c'est formidable ce qu'il fait, c'est vraiment, on s'adosse vraiment à ce qu'on peut faire pour lui aujourd'hui. David, toi, est-ce que tu veux nous parler, nous donner des petites clés pour les jeunes photographes, voilà. Oui, avec notamment parler du tuyau, j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Oui, mais ça rejoint aussi un peu la difficulté par rapport au prix, les projets qui sont proposés à un photographe. Moi, j'ai été longtemps assistant aussi de photographes qui avaient gagné très très bien leur vie en nature morte, et même eux, ils me parlaient, ce photographe, il avait cette métaphore de la taille du tuyau, c'est-à-dire qu'un jour, il pouvait lui demander de faire 5 photos, la même marque, mais le tuyau qui amenait ces photos était très large, donc elle était très bien payée. Et 6 mois plus tard, en fait, les mêmes photos, évidemment, l'utilisation changeait un peu, mais c'était pas vraiment facile proportionnellement de se dire, bah oui, en fait, ça a coûté 10, du coup ça va coûter 5, non, moi, en fait, il me propose 2. Donc c'est une difficulté qui est rencontrée vraiment à tous les niveaux, et
en écoutant vos interventions par rapport à comment on peut réguler tout ça, ça serait vraiment super de pouvoir le faire. Et pour revenir aux conseils qui sont aussi les choses que moi j'essaie d'appliquer, effectivement, tu as cité l'écriture, la singularité. En fait, je pense que aujourd'hui, nous photographes, on a besoin à la fois de se concentrer sur le microcosme, donc nous, notre démarche, mais aussi sur le macrocosme. Pour le micro, c'est vraiment, c'est mon agent aussi que j'ai appelé hier pour avoir des conseils par rapport à ça. Il dit que vraiment d'interroger sa particularité, sa singularité dans la photo, la travailler, l'approfondir pour vraiment avoir une écriture très forte, mais aussi évidemment avoir nous-mêmes une idée dans quel marché on veut finir. Donc cette idée que tu disais de, voilà, il y a une démarche très belle, mais comment on peut la permettre à des clients de s'en approprier, parce que culturellement, moi je ressens ça, des fois ils n'ont pas vraiment la... comment on peut dire ça en français, mais la possibilité, l'attitude de se projeter autant. Moi j'ai un produit, lui il fait ça, mon produit dans ce style ça donnerait ça, ils n'y arrivent pas, donc ils ont besoin un peu de tout ça. Et voilà, moi banalement en nature morte, je peux faire des images très personnelles, mais si je vais voir Rolex et dans mon book il n'y a pas de montre, je ne vais pas avoir le contrat. Donc il faut trouver un équilibre, un peu sur les deux. Après il y a évidemment, encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas de montre et qui travaillent avec Rolex et ils se font le book comme ça. Mais globalement, la plupart des récits, des choses que j'ai vécues et d'autres gens, c'est un peu ça. Autre chose, c'est vraiment continuer à se former. En tant qu'artiste-auteur, grâce à l'UPP aussi, j'ai découvert l'AFDAS qui nous permet de nous former avec un bon montant tous les ans qui est renouvelé. Donc vraiment, n'hésitez pas à continuer à vous former. Il y a de plus en plus de choses. Il y a des choses très techniques, mais il y a aussi des formations beaucoup plus transversales, coaching en photo, même prise de parole, même les langues. Et en fait, des fois, ça peut vraiment ouvrir des portes. En tout cas, c'est mon expérience. Et dans cette démarche d'ouverture, voilà, montrer son travail lors des lectures portfolio. Échanger avec d'autres acteurs de la photo, des agents. Moi, je trouve ça très important pour vraiment avoir un retour sur son propre travail et essayer de s'améliorer. Et pour conclure, le macrocosme, c'est-à-dire que tout ça, c'est très bien, mais c'est bien que, comme je disais tout à l'heure, que, bon, ici, globalement, tout le monde connaît l'UPP, adhérent de l'UPP, peut-être qu'il y a des invités, donc merci beaucoup d'être là. Mais vraiment, en tant que membre de l'UPP, c'est vraiment important de s'intéresser aux actions qui sont menées par l'UPP, qui sont multiples. Il y a des commissions au sein de l'UPP. On peut faire du travail dans ces commissions sans être juste en étant adhérent. Il y a plein de commissions, commission expo, action culturelle, commission adhésion recrutement. Et en fait, chacune a des particularités, des travaux en cours. Et en fait, ça va créer des meilleures conditions pour le futur, pour nous-mêmes dans le futur, pour les futurs photographes. Et vraiment, ça, c'est très important. Et pour conclure, même si je l'ai déjà dit, voilà, grâce à l'UPP, moi, personnellement, au début, je faisais énormément d'erreurs, à la fois dans la fiscalité, dans les factures, même dans les bonnes pratiques. Donc, ça m'a vraiment permis l'échange au sein de l'UPP aussi, de me confronter, d'avoir cette ouverture, de dire moi je fais comme ça. C'est pas évident, je le sais parce que ça m'a pris un certain temps, mais c'est vraiment précieux en fait ce réseau qu'on a au sein de l'UPP pour avoir des conseils et voilà, échanger nos bonnes pratiques pour faire moins d'erreurs, voilà, et aussi vraiment s'encourager et continuer à avancer dans ce métier qui nous passionne autant et que ça nous fait toujours brûler d'un feu sacré, et voilà, ça nous permet de raviver ce feu des fois qui a envie de s'éteindre un peu. Merci. Merci. Avant de passer aux questions, juste un dernier petit point sur l'IA, notamment Raphaël, si vous pouviez nous parler de récemment l'autorité de la concurrence qui est tombée sur Google. Alors, l'IA, je pense qu'Alexandra Bensamoun en parlera certainement beaucoup et bien mieux que moi tout à l'heure, puisqu'elle est... c'est vraiment une des personnes qui connaît le mieux le sujet actuellement, je pense en France. Il y a juste 2 points. Vous avez peut-être vu
je crois que c'était hier ou avant-hier, une annonce de l'autorité de la concurrence, la DLC, qui est une autre autorité publique indépendante, c'est un peu nos cousins, qui ont prononcé une amende de 250 millions d'euros à l'égard de Google. Oui, c'est pareil. Après en avoir déjà mis 500 millions il y a quelques temps, parce que Google c'était pour l'utilisation de Bard, leur outil d'intelligence artificielle qui désormais, depuis début février, s'appelle Gemini, et qui a utilisé des photos, enfin des contenus à des fins d'entraînement sans en informer les auteurs et sans rémunération aucune. Donc là, on touche évidemment le problème de l'IA qui va être, mais je pense que vous êtes tous sensibilisés à cette question de la rémunération, de l'opt-out, comment est-ce qu'il faut autoriser ou interdire l'utilisation de vos contenus par l'IA, si on l'utilise, si on dit oui, à quel prix. Donc j'imagine que ça, c'est certainement des sujets qui vous occupent tous collectivement. Sur l'IA, vous voulez peut-être juste dire, c'est que nous, évidemment, comme beaucoup d'organisations, d'administrations, d'organismes, d'entreprises, on y réfléchit, on est en train de faire un rapport sur le sujet, qui nous a permis de rencontrer beaucoup de gens plutôt dans le cœur audiovisuel. Évidemment, le cinéma, les auteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les comédiens, les doubleurs se posent tous beaucoup de questions. Quid de l'IA? Moi, j'ai retenu juste peut-être un message. C'est pas de moi, donc je cite des sources. C'est d'un représentant de scénariste qui nous a dit la première chose, il faut pas faire comme si l'IA n'existait pas. Donc la politique de l'autruche, c'est pas nécessairement une bonne solution, parce que de toute manière, qu'on le veuille ou non, ça va arriver, c'est déjà arrivé, c'est déjà en train d'arriver. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. Alors ça, on peut nuancer, ça dépend ce qu'on fait. Mais ce qu'on a pu voir, par exemple, nous, à l'Arcom, dans les premiers entretiens, les premières auditions, c'est que certains métiers, par exemple, seront touchés plus que d'autres. Typiquement, on sent bien que le métier du doublage, les métiers techniques, les métiers de tout ce qui est description, retranscription, par exemple sous-titrage, ça on sent bien qu'il y a aujourd'hui, peut faire du speech to text, il peut le faire dans toutes les langues. Donc là, le métier de faire des sous-titres est quand même assez à un avenir pas très très rose. Pareil pour le doublage, on sent bien que peut-être pas le premier rôle, et encore on ne sait pas, mais tout ce qu'on appelle des voix d'ambiance. Comme une scène, vous avez des voix, des cafés derrière, etc. Ben ça, peut-être que ce sera automatique. Si on entend des voix mais qu'on ne voit même pas les gens parler, c'est peut-être pas, on n'aura peut-être plus besoin de doubleurs. Et si vous faites des tests sur Internet, vous verrez que parfois c'est assez bluffant, puisqu'il y a peut aussi retoucher le mouvement des lèvres, etc. Et on n'en est qu'au début. Donc sur ces métiers, c'est compliqué. Sur le métier de la création, donc, par exemple, des scénaristes nous disent ça dépendra, mais certains le voient pas nécessairement comme un danger, il semble que c'est plutôt un sparring partner, pour reprendre aussi les termes de certaines personnes. Donc ça ne fait que vous renvoyer ce que vous mettez dedans. Si vous mettez une idée de scénario un peu nulle, bah vous aurez en retour un scénario assez nul. Appliquer, c'est assez logique, mais finalement vous discutez avec quelqu'un, c'est bizarre. Même quand je dis quelqu'un, vous voyez déjà c'est en train d'intégrer ça dans la vie, c'est très troublant. Mais si vous posez une mauvaise question, vous aurez des mauvaises réponses. Est-ce que demain, pour vous, ce sera de travailler, de créer des contenus? Est-ce que demain, un photographe, c'est aussi quelqu'un qui génère des photos ex nihilo avec l'IA? Peut-être. Et je ne reviens pas sur la question du revenu, mais là, j'arrête pas de voir la photo de la conférence, puisqu'elle est sur l'écran, et j'étais en train de me dire, mais finalement, est-ce que cette loi, elle existe vraiment ou pas? Et peut-être que la photo, on aurait pu avoir une très belle photo du quai et demander à un outil d'intelligence artificielle de recréer une loi. Et alors, elle existe certainement, évidemment, mais j'allais dire, peu importe. Est-ce que c'est important que la photo, que la loi était vraiment une vraie loi qui existait à ce moment-là? C'est ce qui donne du cachet, enfin l'intérêt, vous avez évoqué longuement tout ce qui est le regard sur le monde, etc. Enfin ça, si vous êtes photographe, j'en parlerai pas, vous le maîtrisez mieux que moi. Et donc c'est ça qui fait le piment de cette photo, mais est-ce que le photographe, il n'est pas moins photographe s'il a pris la photo et qu'ensuite il a décidé de rajouter cette loi parce qu'il dit ce serait vraiment une photo géniale avec une loi? Ça c'est une vraie question ouverte que je vous pose.
C'est peut-être ça, l'IA. Non, mais je partage. Sur l'OA, peut-être que la réponse va me venir en développant. Mais effectivement, je crois que l'intelligence artificielle est aussi, si on veut même, moi je l'ai senti dans mon travail, c'est-à-dire qu'on se positionne comme photographe de nature morte et après il te demande de faire de la vidéo. Voilà, parce que techniquement c'est plus simple, parce que voilà, il y a des spécificités en lumière, donc on apprend à éclairer quelque chose de très petit et peut-être des chefs-op, ils n'ont pas tout à fait cette même touche. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc effectivement, depuis déjà un moment, je pense que la création d'images et ce qui est attendu des photographes, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir de plus en plus, pour plein d'autres raisons. Donc effectivement, je rejoins un peu cette sensation que les outils créatifs d'un photographe vont continuer un peu à s'élargir comme ça. Que ce soit ce qu'on peut faire tout simplement avec Adobe Photoshop aujourd'hui, qui intègre déjà des outils d'IA, sans penser vraiment qu'on génère des choses trop complexes de zéro. En tout cas, on peut partir de nos photos vers autre chose. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu déjà là. Moi, personnellement, je me pose beaucoup de questions vis-à-vis de c'est quoi l'intérêt. On parlait de ça avec un confrère. Je disais, non, tu sais, tu as un site, tu peux écrire, il te fait une vidéo, et après, en fait, si tu veux, tu peux prendre une de tes photos, tu sélectionnes des zones et va animer ces zones et tout ça. Et après, il me regarde et me dit, mais David, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Donc, je pense que la vraie question, c'est là-dedans, c'est-à-dire que comment chacun de nous, photographe, artiste, chacun met le nom qu'il veut, peut vraiment utiliser cet outil pour créer de la valeur et pas pour simplement payer moins cher ou faire plus vite. Ou, voilà. Je pense que le vrai point, en tout cas que moi je m'interroge beaucoup, c'est celui-là, parce que le jour que ça va arriver, que quelqu'un va proposer vraiment quelque chose comme ça va être vraiment une grosse révolution. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'artistes qui se concentrent, ils font toujours la même chose en IA. Par exemple, il y a un artiste qui a vendu une image à Guerlain, il a recouvert une photo de l'Arc de Triomphe de fleurs. Très belle, on voit que c'est des liards et tout ça. Mais lui, il fait que ça, il couvre des objets par d'autres objets. Voilà, il a son modus operandi. C'est très long, en fait, de trouver une façon de travailler en IA qui fonctionne bien tout le temps. Donc ça prend 6 mois. Et du coup, quand après les artistes, ils trouvent un truc qui fonctionne, ils monétisent un peu aussi cet effort. De la même manière que moi, je suis photographe nature morte, j'apprends des techniques pour éclairer mon verre d'une certaine manière, et après j'essaye de le faire un peu tout le temps parce que ça, à la fois ça me plaît et à la fois je l'ai appris. Donc il y a des choses similaires, mais effectivement il y a les deux volets. Donc en tant que créateur, qu'est-ce qu'on en fait, et après tout ce qui va avec, la rémunération, le droit d'auteur, etc. Et je pense qu'il faut vraiment s'en intéresser. Voilà. Je rejoins sans en avoir peur. Et la figure de le sparring partner, c'est génial parce qu'effectivement, ça peut être quelque chose qui interroge notre démarche photographique d'une façon aussi positive si on en fait une utilisation créatrice de valeur, à mon avis. Je ne suis pas très douée en intelligence artificielle, mais je dirais juste que de toute façon c'est là. Donc il faut s'en servir au mieux. Pour l'instant, de mon expérience chez Vue, on va dire qu'il y a même pas 5% des photographes qui s'y intéressent, qui vont essayer de regarder un peu ce qui se passe. Pour le reste, on fait un peu l'autruche, mais ça ne va pas durer longtemps. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi parler de ce point, c'est que actuellement les OGC et peut-être du PP, je ne sais pas, travaillent sur le fait que l'IA c'est aussi un gros siphonneur de contenu, donc de contenu d'image. Comment est-ce qu'on rémunère tout ce qui est siphonné de part et d'autre, si je puis dire, je peux employer ce terme-là, pour le rediffuser et le redistribuer aux photographes. Donc il y a quand même un travail, cette partie-là aussi, qui est intéressante et à laquelle il faut vraiment s'intéresser.
sur ça, là, je peux effectivement compléter, et je suis complètement d'accord avec vous. Là, on est vraiment au cœur, enfin un des cœurs de sujet de l'ARCOM sur la reconnaissance de contenu. Je l'évoquais tout à l'heure très rapidement en introduction, tout ce qui est, je ne sais pas si ça vous parle, mais le terme article 17, directive droit d'auteur. Vous vous rappelez, il y avait une longue discussion en 2019, mais donc c'est le fait d'avoir des outils qui puissent chez Google, enfin sur YouTube, sur les réseaux sociaux, donc sur ce qu'on appelle les plateformes de partage de contenu, reconnaître les contenus pour soit les rémunérer, soit les bloquer. Et typiquement, donc là, l'ARCOM a une mission d'ailleurs dessus, puisque on doit vérifier si ces outils existent, s'ils fonctionnent bien. On travaille, on échange régulièrement avec la DAGP, donc votre organisme de gestion collective de l'image fixe, enfin, au-delà de la photo, puisqu'ils font aussi tout ce qui est peinture, sculpture, etc. en image fixe. Et là, il y a vraiment un gros chantier, donc nous on est vigilant. On sait que par exemple un Rights Manager ou un Content ID, c'est l'outil de YouTube, il a été pensé par exemple, pour l'audiovisuel, donc il fonctionne bien. Pour l'audiovisuel, lorsque vous mettez un clip par exemple de musique sur YouTube, il est reconnu, et s'il est monétisé, si vous mettez un clip de n'importe qui sur YouTube, sur votre compte YouTube, vous n'aurez pas l'argent, c'est de la publicité, mais l'ayant droit sera rémunéré. Et ça c'est normal, c'est l'accord qu'a la SACEM avec YouTube, ça fonctionne, ils sont contents, ils ont leur accord après, quelle est la rémunération, ça c'est leur problème, j'allais dire c'est un accord, c'est privé. On a conscience, on le sait, l'ARCOM, on le dit régulièrement, on va encore le redire prochainement dans notre prochain rapport sur le sujet, que l'identification des contenus, des images fixes, des photos, est insuffisant. La DAGP a un accord avec YouTube, donc ça c'est bien. Ils n'ont pas, aujourd'hui à ma connaissance, il n'y a pas eu de communication d'accord avec Meta, donc Facebook et Instagram. Nous, on a testé, on a fait des tests, je vous le dis, voilà, en fait, c'est pas non plus un scoop, vous avez dû vous en rendre compte. Sur Meta, sur Facebook, leur outil qui est Rights Manager ne fonctionne pas et pas nécessairement le meilleur pour reconnaître des images. En tout cas, il est perfectible. Donc là, il y a un vrai enjeu parce que aujourd'hui, on a une mission pour reconnaître ces contenus dans le cadre de l'article 17, mais peut-être que demain, peut-être que ce sera soit un sujet qui sera développé tout à l'heure par Alexandra Bensamin, soit une question que j'ai très envie de lui poser. Est-ce que il ne faudra pas aussi vérifier si les différents outils d'IA peuvent bien reconnaître, identifier les contenus. Et l'identification des contenus, elle est vraiment centrale, puisqu'aujourd'hui, enfin je reprenais mes petits chiffres, je regardais, je crois qu'il y a la base de la DAGP, c'est, je crois, 2 à 4 milliards de contenus, mais ils ont une base de données qui s'appelle R, qui regroupe plutôt de l'ordre de moins d'1 million de contenus. Donc, alors que le répertoire de la DAGP, c'est plutôt en milliards de contenus que ça se compte. Et donc là, il y a un vrai problème technique, technologique, et tout l'enjeu de l'IA, c'est la rémunération. Sur l'audiovisuel, par exemple, certains OGC pour aujourd'hui ont décidé de faire valoir leur droit d'opt-out. Leur droit à l'opt-out, c'est la SACEM, par exemple la SCAM, entre autres. D'autres ne le font pas, sont en discussion, c'est l'endroit le plus strict. Mais ça, c'est vraiment l'enjeu. Nous, on y est très sensible. L'ARCOM, évidemment, on regarde ça avec beaucoup d'attention. Pour l'instant, il n'y a pas de mission officielle de l'ARCOM sur le sujet. Mais l'identification des contenus, on le regarde évidemment avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous trois. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Bonjour, Éric Delamarre. Alors j'ai une question, mais il n'y en aura qu'une, c'est pour vous, Raphaël. Vous avez parlé tout à l'heure de la lutte contre le piratage et l'identification des visuels, des images, etc. La question qui se pose assez régulièrement, c'est une fois que l'image est identifiée, ça c'est une chose qui est très importante déjà au départ, mais c'est la rémunération de l'auteur. C'est-à-dire que comment aller récupérer l'argent auprès des gens qui ont diffusé l'image, qui sont souvent des petits contributeurs, ou des gens qui sont des petits diffuseurs, qui vont utiliser une image de temps en temps. Des fois, les droits vont s'estimer en centaines d'euros ou en cinquantaines d'euros. Les auteurs ne peuvent d'ailleurs pas faire un procès possiblement là-dessus. Il y a Pixtrack qui est au-dessus, qui permet de récupérer une partie des éléments, puisque c'est un peu
sous influence, parce qu'il n'y aura pas forcément un procès derrière. Si le client ne veut pas payer, malheureusement, il n'y a pas assez d'argent pour engager la procédure, etc. Donc c'est un peu payer, sinon on va faire, mais c'est compliqué. Le fait qu'il y ait un organisme permet de faire valoir les droits. Donc, est-ce qu'il y a, ma question est assez simple, est-ce qu'il y a une possibilité que les auteurs puissent envisager un jour d'être rémunérés pour des petites utilisations sur Internet de façon régulière, sans avoir à se retrouver à engager des procédures ou payer des avocats? Vaste question, question compliquée. Alors là, non, mais c'est une question très pertinente. Je botte un peu en touche parce que je m'en excuse, mais dans le sens où avoir des solutions de micro-paiement, ça je ne sais pas. Enfin là, je suis moins spécialiste du sujet. Ce que je peux voir, mais je pense que ça répond qu'imparfaitement peut-être à votre question, c'est que quand vous, par exemple, si vous êtes confronté à des sites qui sont des sites contrefaisants, massivement contrefaisants, donc ils vont proposer un vrai gros catalogue de photos sans paiement, si vous en identifiez, n'hésitez pas à vous rapprocher de la DAGP et de tenter de manière collective une action en justice contre les gros sites. Aujourd'hui, la DAGP le fait, a tenté une action en justice alors contre un site qui a fait bloquer un site qui c'est pas un site de contrefaçon de photos mais de peinture. En fait, c'est quelqu'un qui fait à la commande des copies de tableaux, des vraies copies de tableaux. Vous passez commande, vous avez tout un catalogue, vous choisissez la taille. Vous pouvez avoir un faux Picasso, un faux Van Gogh dans votre salon selon la taille. Sauf qu'un Van Gogh, alors les droits d'auteur, en tout cas en termes de revenus, les ayants droit ne touchent plus rien parce qu'il est mort depuis plus de 60 ans. C'est pas le cas d'un Picasso par exemple, qui est mort en 73 si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a toujours 70 ans après la mort d'auteur, il y a des droits d'auteur. Typiquement, ils ont attaqué en justice ce site, ils l'ont fait bloquer. Et ça, c'est aussi une mission de lutte contre le piratage qu'a l'ARCOM. Ils peuvent, si le site internet se duplique et crée des nouveaux sites internet, ce qu'on appelle des sites miroirs, ils changent juste un peu le nom, mais c'est exactement le même site, on peut aussi le faire bloquer sans repasser devant le juge en s'adressant à l'ARCOM. Donc, nous, on est ravis parce que on faisait déjà beaucoup dans l'audiovisuel, mais ça montre aussi que votre OGC, qui vous représente, est aussi vigilant à lutter contre le piratage de contenu d'un graphique. Donc c'est important, je tiens à le souligner. Donc il y a déjà cette idée. Mais ça ne répond pas à votre question. Très bien, une fois qu'on a fait bloquer le site, pas fermé, hein, bloqué, je précise bien, c'est-à-dire qu'il n'est plus accessible en ligne, est-ce qu'on récupère l'argent? La réponse est quand même plutôt non. Ou alors ce sera un procès long et compliqué, c'est des dédommagements, mais là, je dirais, là c'est plus vraiment ma juridiction et je ne suis pas sûr qu'on gagne grand-chose à la fin. Ça coûtera, en tout cas ça coûte cher en frais d'avocat dans tous les cas. Et donc bien quand on peut bloquer le site, on ne demande pas il n'y a pas de dommages et intérêts. C'est déjà faire bloquer le site, c'est déjà une victoire. Donc voilà, je suis un peu désolé, je réponds que très très imparfaitement à votre question. Je pense que les OGC, donc ADAGP, SAFE et la SCAM, sans doute se sont emparés de la question. Après, par rapport à Pixtrack, effectivement, sont en train de s'emparer de la question. Après, qu'est-ce qu'ils vont redistribuer et comment ils vont le redistribuer aux photographes? Est-ce que ça va être des petites miettes? C'est comme les accords passés avec Google. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire et pour vérifier. Comment est-ce que cette manne financière, parce que c'en est une quand même, est redistribuée ensuite aux auteurs? Ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Et après, par rapport à Pixtrack, parce que nous aussi on est sur Pixtrack, en fait c'est très intéressant comme outil. Et ce que vous disiez tous les deux, le problème c'est que quand on alpague quelqu'un qui a utilisé des photos sans autorisation, ils ne font que les enlever, on ne prend pas d'avocat, enfin voilà, donc du coup, c'est pas très... En fait, avoir un outil pour traquer les photos, c'est bien, mais après, il faut juste avoir le temps de vérifier ce qui se passe. Est-ce que c'est pas une libre de droit que vous avez donné pour une expo, etc. Mais en fait, c'est aussi le temps qui manque derrière pour vérifier si l'utilisation est une utilisation, un vol d'image. Et ça, il faut aussi passer tout ce temps-là.
Donc cette inscription et le fait qu'on traque les images, c'est très bien, mais il faut pouvoir vérifier après et vérifier chaque cas, et ça prend du temps. Donc moi je le vois au niveau de l'agence. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait Attendez. Est-ce qu'il ne faudrait pas dans la législation avoir un principe qui fasse que si on a identifié que sur un site quelqu'un avait triché et qu'on a la preuve, sans passer par une procédure longue, il y ait un impératif de payer avec une majoration de quelque chose pour pouvoir, je dirais, contraindre les acteurs à éviter de se retrouver dans... Parce que finalement, on est des petits poussés vis-à-vis des autres acteurs et on se retrouve, comme disait M. Delamarre, je veux dire, s'ils ont envie, s'ils veulent payer, éventuellement ils vont le faire, sinon... Donc il n'y a aucune... Je dirais, il n'y a pas de moyen... Il faudrait que je pense... Peut-être dans la législation, il y a quelque chose qui soit plus restrictif et plus... Mais souvent, ce sont des sites qui eux-mêmes ne sont pas beaucoup plus fortunés que les photographes. Donc, de ce fait, engager des procédures de paiement coûte plus cher aux photographes et aux structures qui les représentent que finalement de dire bon bah vous enlevez votre photo. Non, mais je veux dire, si la loi, enfin je veux dire, avoir un système qui fasse dans la loi qui est automatiquement un impératif. Et je pensais qu'il y avait aussi peut-être des fois le problème avec la presse qui ne payait pas peut-être, dans certains cas, les photos. Donc eux, c'est quand même des organismes, des structures, c'est pas juste un indépendant, quoi. Donc, Bonjour. Nous sommes d'accord. Dobry Versenewicz. Une question par rapport à l'IA, mais c'est peut-être aussi quelque chose à poser tout à l'heure. Moi, le vrai danger avec l'IA, je pense que c'est pas forcément que le photographe utilise l'IA pour créer une œuvre, mais je pense que création des images sans participation d'un photographe, en fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin d'une illustration, il peut le créer lui-même, sans forcément être photographe, ou dans une agence, ou dans un magazine. Et moi, je pense que le vrai danger pour moi, c'est là, en fait, que c'est pas que le photographe ou un artiste utilise l'IA pour créer, et après il présente l'œuvre, mais simplement on crée des choses sans qu'il y ait un photographe derrière. Et je vois plutôt là, et puis je me suis posé la question s'il n'y a pas peut-être chaque fois qu'il y a une image comme ça qui a été créée sans personne derrière, s'il y en avait une petite contribution dans une caisse qui permet, en fait, parce que les photographes, ils vont perdre le travail. Cette image aurait pu être créée sans qu'un photographe déclenche quoi que ce soit, en fait. Ça veut dire gratuit, et donc on risque de rester sans travail. Donc, comme ce qui s'est déjà fait des contributions avec les copies, en fait, aujourd'hui, quand on achète un disque dur, il y a une petite partie qui est réservée pour rémunérer les photographes. Chacun de nous, on connaît tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à inventer où image, où il n'y a pas un auteur derrière qui a été créé, il y a peut-être 0,5% qui peut aller dans une caisse pour rémunérer les photographes qui perdent en fait leur travail. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a une conférence cet après-midi sur l'IA, justement. Vous voulez quand même dire quelque chose? Non, je pense que c'est mieux que quelqu'un de... Je pense que c'est mieux que Alexandra Bensamoun répond. Elle est, je pense, plus au fait de cela. On sait que les OGC travaillent là-dessus, mais je ne peux pas en dire plus. Oui, Daniel Monori, c'était pas sur l'IA, donc c'était juste... donc j'entendais jeudi le vice-président de la SAIF dire qu'il y avait 277 cartes de presse en 2023 pour les photographes et 1400 en 2015. Et donc je me demandais, à votre avis, quel était l'avenir pour le photojournalisme, s'il y a un avenir. Vous voulez répondre ou C'est-à-dire que non, je ne suis pas très douée sur l'histoire de la carte de presse. Je sais qu'elle est de moins en moins attribuée, que c'est de plus en plus compliqué, puisque, en fait, si, ce que je peux dire quand même, c'est que le montant des droits presse étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire diminuant énormément, pour pouvoir avoir la carte de presse, il faut faire un pourcentage, je crois, de plus de 50% de son chiffre d'affaires avec la presse. Peut-être que je me trompe. Mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, de ce fait, quand vous travaillez en corporate, parce que de toute façon, vous avez de moins en moins de commandes presse,
automatiquement le pourcentage bascule en fonction d'autres commandes ou expositions ou tout ce que vous pouvez faire sur le culturel. Donc c'est le fait que les commandes presse aient considérablement chuté, mais ça fait un moment que ça dure, mais ça continue. On le voit au niveau du paysage français, des commandes et du montant des commandes qu'on peut avoir, fait que de toute façon, les photographes sont obligés, pour une grande majorité d'entre eux, les photographes qui travaillaient pour la presse, d'aller aujourd'hui trouver d'autres sources de revenus qui vont être le culturel, la vente de tirage, l'enseignement, voire travailler dans des labos. On est obligé, pour beaucoup de photographes, de démultiplier vos actions, vos sources de revenus, pardon, pas vos actions, mais vos sources de revenus. Donc je pense que il faudrait changer, je ne suis pas encore une spécialiste là-dessus, mais les conditions d'attribution de la carte de presse, en fait. Bonjour, donc Agnès Defoe, je suis la directrice juridique de l'ACEF, donc merci de nous avoir cités. Hier après-midi, effectivement, il y a notre vice-président, donc lors de l'Assemblée Générale Pierre Sciol, qui était intervenu. Il y a énormément de sujets qui ont été abordés et qui concernent donc les OGC, dont la nôtre. Alors peut-être sur la presse, effectivement, sachez que la CEF travaille effectivement sur cette question. On travaille de toute façon de manière générale sur les rémunérations des auteurs, parce qu'effectivement, il y a une difficulté en ce moment qui est quand même à la fois effectivement cette diversité avec une baisse des revenus dans l'ensemble des secteurs. Donc on travaille sur la presse, mais on travaille aussi sur l'internet. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'internet, à la fois avec la problématique de l'identification des images, puisqu'on a participé nous aussi aux travaux de l'ARCOM, et on travaille aussi dans le cadre du Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique. Donc voilà, je ne vais pas reprendre tous les sujets, parce qu'effectivement, évidemment, en tant qu'organisme de gestion collective dans le secteur de la photographie notamment, on travaille sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés. S'agissant de l'intelligence artificielle, on en reparlera tout à l'heure avec la professeure Alexandra Bensamou, et évidemment je présenterai lors peut-être d'une question, ou en tout cas j'interviendrai pour présenter la position de la CEF. Mais voilà, sachez qu'effectivement en tant que société d'auteurs, on travaille sur l'ensemble de vos problématiques. S'agissant de l'internet et des problématiques qui sont les vôtres, qui sont effectivement toutes ces contrefaçons, il n'y a pas de solution idéale, je pense, malheureusement, parce qu'Internet est tellement vaste que c'est très très difficile. Mais il y a effectivement Pixtrack. Au sein de la CEF, on a un service juridique qui fait des actions. Et puis surtout, on essaie de passer des accords avec les diffuseurs, ce qui est quand même un peu la solution idéale, de façon à plutôt que la contrefaçon, c'est plutôt de délivrer des autorisations quand même, parce que c'est un peu notre travail, et c'est quand même plutôt ça l'objectif, que vous soyez rémunéré plutôt et qu'on délivre des autorisations, plutôt que de passer notre temps à faire la chasse aux contrefacteurs, ce qui est assez difficile sur l'internet. Et puis pour ce qui concerne l'article 17, puisque vous avez cité cet article, sachez, et ça c'est pas totalement confidentiel, qu'effectivement des négociations sont à cours avec certains prestataires. C'est un peu difficile, on a des problématiques à la fois juridiques, mais beaucoup surtout sur l'identification, vous vous en doutez, et vous l'avez rappelé aussi. Merci. Pas d'autres questions ? Jacques Sierpinski, il y a deux choses qui me préoccupent et qui préoccupent une bonne partie des photographes. Vous avez évoqué les commandes d'État, enfin les différentes commandes qui ont pu être passées, et récemment la grande commande photographique. Et je crois qu'il serait urgent aussi, et je crois que Patricia tu l'as évoqué, que les institutions puissent payer des droits d'auteur dans les différentes expositions quand elles sollicitent des photographes, choses qui se font vraiment difficilement. La plupart du temps, ils ne rechignent pas à payer et à financer la production d'expositions, mais dès qu'on aborde les problèmes de droits d'auteur, ils essayent de détourner le problème. Et là, il faudrait que cet état de fait change et que les institutions s'habituent à payer des droits d'auteur aux photographes. Alors je me suis battu beaucoup, moi, à Toulouse, pour que ça soit fait, et maintenant dans les centres culturels, je sais pas, c'est une action qu'on a menée depuis au moins 10 ou 15 ans, maintenant ils rémunèrent des droits d'auteur. Et ça se fait malheureusement pas partout. Et la deuxième chose qui me préoccupe, c'est l'utilisation maintenant des photographies, en grande majorité sur les réseaux sociaux. Il y a des habitudes qui avaient été prises et on ne rémunérait pas ça, et souvent on cédait les droits pour Internet quand on avait une commande print en communication, etc.
Et malheureusement, il y a de moins en moins de commandes print et puis de plus en plus d'utilisation des images sur les réseaux sociaux qui sont malheureusement pas rémunérées à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Et je crois qu'il y a une vraie lutte à commencer par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais je sais. Rien à ajouter, Ouais. si ce n'est qu'on n'a pas été très malin à l'époque, tous autant agences, photographes, enfin très malin. Parce qu'on n'a peut-être pas Parce qu'en anticipé, fait, on ouais. s'est dit, dans les négociations que faisaient les magazines, je m'en rappelle très bien parce que je travaillais plus pour la presse à ce moment-là, c'était de dire, bon, on continue à travailler avec vous, on vous passe beaucoup de commandes pour l'écrit, mais bon, tu nous cèdes, tu nous donnes les droits Internet. Ça faisait partie du deal. Et là, on aurait dû... Voilà, on n'a pas été visionnaire, on ne sait pas du tout, et donc du coup, de ce fait, on a vraiment complètement ouvert les vannes pour la gratuité sur le net. Mais vraiment très mal joué. On peut peut-être les refermer maintenant. C'est pour ça que les ferme en même temps, quoi. Il faut le décider. Ouais. C'est pour ça qu'il faut anticiper justement l'arrivée de l'IA. Exactement. Ouais. Si on a fini les questions, plus de questions. Et ben, je vous remercie. Je vous invite à vous rendre au pont supérieur pour déjeuner. Bon appétit à tous. Merci à vous trois.